travaille chez Claranet. Je suis responsable de services d'infrastructure et d'automatisation, de création de tooling chez Claranet. Merci Joris. Emmanuel? Oui, donc moi Emmanuel Pierre, je suis directeur du Product Management chez Walix, donc en charge de tout ce qui va être suivi et gestion des produits et de leur cycle de vie. Merci Emmanuel. Et moi-même, donc Julien Cassignol, je suis en charge de la partie avant-vente chez Walix. On va commencer juste par un peu rappeler qui on est. Donc Walix, on est une société européenne, on est le leader de la gestion des accès et des identités, ou des identités et des accès, selon comment vous le placez. Aujourd'hui, on couvre un territoire sur 80 pays de mémoire, avec 180 plus revendeurs. En 2020, on a fait environ 20 millions de chiffres d'affaires. Et je me rappelle, parce que je n'ai pas les slides en face de moi, 1300 clients. Aujourd'hui, sur ces marchés-là, nous, notre spécialité, évidemment, historique, c'est le PAM, la gestion des comptes à privilèges. Notre vocation, c'est vraiment d'être le conduit qui va protéger l'accès aux informations sensibles, qui va encadrer l'accès des personnes aux cibles qui contiennent des données qu'on veut protéger, les actifs sensibles, que ce soit dans l'IT, dans l'OT ou dans un contexte DevOps. On a une solution qui est certifiée par l'ANSSI, comme vous devez le savoir, donc certificat de sécurité de premier niveau. Et l'intérêt principal de notre solution, qui est remarqué notamment par des analystes tels que KuppingerCole ou Gartner, c'est qu'en plus d'apporter des fonctions de PAM à haut niveau, on a une solution simple à installer, qui ne nécessite pas des agents compliqués, qui ne nécessite pas beaucoup d'opérations, et ça va être d'ailleurs tout le sujet de cette conférence. Emmanuel. Voilà, donc ça c'est le petit slide qui doit être difficile de lire d'où vous êtes, qui explique un peu tout notre portfolio. Donc nous, chez Walix, aujourd'hui, on a un ensemble de logiciels dans l'offre qui couvre l'identité, le MFA, la sécurité du poste de travail. Donc c'est des sujets très importants ces dernières années, puisqu'on veut sécuriser vraiment tout l'environnement, que ce soit au départ, à l'arrivée, et pour maîtriser complètement les problèmes d'attaque latérale. Le PAM, donc le bastion aujourd'hui, nous, c'est le PAM, donc c'est le Privilege Access Management. Donc tout ce qui va être la gestion des droits privilégiés. Alors on reverra un peu plus loin un schéma qui explique ce que c'est. Donc c'est tout ce qui va être autour de la session, donc ce que vous faites, les accès, est-ce que j'ai le droit d'y accéder, comment j'y accède, quand, comment, avec quel droit, quelle approbation, toute la gestion des secrets. Donc ça aussi c'est important, c'est je centralise mes politiques de secret et je gère mes règles. Tout ce qui va être aussi le reporting, dashboard du BA, etc. Et puis après, tout ce qui va nous intéresser aujourd'hui, comment j'interagis avec des utilisateurs non humains pour partager les secrets, et tous les outils DevOps dont on va parler, c'est-à-dire GitHub, Jenkins, Terraform, GitLab, voilà, tout ce qu'on va trouver et on va vous présenter après comme outils modernes pour l'infrastructure, pour le déploiement et tout ce qu'on va vous proposer pour gérer tout ça en sécurité. Effectivement, la cible est au milieu. Voilà. Donc ça, c'était avant, c'était portfolio. Les questions de la sécurité des identités. Donc c'est qui, quoi, quand, comment. Donc en gros, qui a accédé à quoi, quand et comment. Donc que ce soit un humain, une machine. Ça, c'est important. Pouvoir gérer tout ce qui va être le forensic, le troubleshooting, voilà, savoir ce qui s'est passé. Alerter en temps réel, il se passe quelque chose dans l'activité des gens. Donc quelqu'un essaie de se loguer, il n'a pas le droit. On fait du brute force pour rentrer sur le bastion, on le remonte. Quelqu'un tape une commande qu'il n'a pas le droit de faire, ou un rebond depuis un serveur qu'on a dit c'est pas autorisé. Et ben on va remonter l'alerte ou on va carrément couper la session. Voilà, il y a beaucoup de choses autour de ça. Supprimer les comptes partagés, les mouvements latéraux. Voilà, donc les mots de passe qui traînent sur des machines qui sont jamais changés, c'est un risque. Donc faut les trouver, faut les supprimer, faut les gérer. Donc ça c'est important pour éviter les problèmes de mouvements latéraux. Supprimer les mots de passe en clair, c'est la même chose. On vole un disque, sur le disque, et on trouve des mots de passe. Un disque qui a été retiré d'une machine n'est pas détruit. Alors dans le cloud, c'est un peu différent maintenant. Mais il faut protéger tout ça et le supprimer et sécuriser les endpoints. Donc les endpoints, c'est potentiellement le poste de départ, le poste de l'administrateur. Ça peut être le serveur en face. Ça peut être beaucoup de choses. Donc l'endroit où l'on travaille doit être sécurisé lui aussi. Donc le PAM, comment ça marche? Voilà, donc là on rentre un peu plus dans un sujet purement bastion. Bon, on va retrouver un peu tout ce qu'on présentait avant. En partant du haut vers le bas et de droite à gauche, on a ce qu'on appelle des personas, donc différents utilisateurs qui viennent, qui sont à privilège ou non, qui vont vouloir accéder à des cibles, donc d'un réseau interne, d'un réseau internet,
depuis potentiellement le téléphone avec des usages ou depuis un poste de travail. Derrière, on gère tout ce qui va être session, donc on enregistre ce que vous faites, on contrôle ce que vous faites en temps réel. On gère aussi la découverte des éléments à protéger, donc toute la partie droite. Donc si on essaye de ne pas laisser on va dire, de cibles qui ne soient pas protégées ou qui ne soient pas gérées par le PAM, ça c'est très important d'une stratégie de mise en œuvre. Les secrets, on les met dans un coffre, donc on centralise le coffre qui va lui-même gérer des politiques et toutes les stratégies de rotation. On fournit des briques de DevOps, ça c'est important, et puis donc password management aussi, toutes ces règles de rotation, d'injection ou changement de mot de passe ou de certificat. Et ça aussi bien dans le cloud que on-premises, c'est-à-dire dans votre entreprise, ou pour tout ce qui va être, et ça c'est aussi une grande partie de notre clientèle, toutes les chaînes de production, toutes les usines. Donc là, un petit point, merci Emmanuel, pardon, un petit point plus précisément sur tout ce qui est sur le sujet principal de cette conférence, qui est l'aspect DevSecOps, ce que c'est très concrètement. Vous avez une définition à l'écran, mais l'idée c'est, on a la partie vraiment build, on construit une solution, on a la partie opération, on va la déployer. Comment est-ce qu'on fait pour remettre la sécurité au centre de cette problématique-là, sans que ça devienne un frein? C'est très souvent vécu comme un frein, personne n'a envie de se casser les pieds à passer par X ou Y solution, et pourtant, non seulement c'est nécessaire, mais ça peut ne pas être un frein, comme on va le démontrer avec Joris. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire, on a pour finalité d'aller plus rapidement dans le développement et le déploiement de ces typologies de nos solutions, de manière générale, c'est-à-dire celles qu'on construit en tant que client. Et le bastion, Wallix en l'occurrence, et nos capacités à nous intégrer dans une logique DevSecOps nous permettent de nous remettre au centre de cette agilité et de la rapidité de déploiement. Donc ici, on a un exemple typique de processus DevOps où on va très concrètement coder, faire une application quelconque, on va la compiler, la construire, on va ensuite la tester, de préférence, ça serait mieux, et ensuite on rentre dans la logique, on va dire un petit peu CI/CD, donc intégration continue, déploiement continu, où on va la mettre sur un serveur de code, souvent GitLab. Ce serveur-là va avoir des processus de test lui-même et va en finalité déployer l'applicatif. La contrainte de déployer l'applicatif, elle est importante. Qui dit déployer dit secret. Qui dit secret dit comment sont-ils sécurisés. Un secret qui réside quelque part où que ce soit, c'est potentiellement une vulnérabilité. En plus de ça, il y a toute la problématique de comment je fais, si je fais un applicatif et que je veux le mettre dans le bastion, le protéger par le bastion, comment je fais pour l'automatiser, qu'il n'y ait pas de tâches manuelles, de je déclare mon application, etc. Ce qui est consommateur, ce qui est sujet à erreur humaine et qui fait perdre du temps à tout le monde. Donc le but, c'est d'éviter la multiplication des vulnérabilités. On en introduit en codant, on en introduit en déployant, on en introduit en ne faisant pas tous les tests. Et c'est de quelque part automatiser, dans la mesure du possible, tout ce qui permet d'intégrer la sécurité, et plus particulièrement le PAM, au centre de cette activité DevOps. J'ai, semble-t-il, une panne de télécommande. Voilà. Emmanuel ? Et là, il me redonne la main. Exactement. Donc, comment on sécurise tout ça? Donc, déjà, un petit focus sur... tout à l'heure, on présentait un peu tout ce qu'on avait dans le portfolio, un peu plus précisément. Voilà, donc on a des outils de sécurisation, donc on va s'intégrer avec des plugins, etc. dans les outils assez classiques, donc Ansible, Terraform. Donc là-dessus, vous accédez à vos infras, vous avez des secrets, on va vous aider à gérer tous les secrets. On va parler plus tard, après, je laisserai Joris présenter ça plus dans le détail. Le même sujet pour tout ce qui va être GitHub, GitLab, Jenkins, c'est il vous faut des secrets un peu partout pour publier sur un environnement à un autre, etc. de façon automatique, faire en sorte que les mots de passe ne soient pas dans le code. Donc ça, c'est très important de pouvoir gérer ça en amont. Et puis derrière, on va avoir des sujets beaucoup plus infrastructure. Donc bon, là, on a mis effectivement APM, c'est Application to Application Password Management. C'est ce qui va permettre, entre guillemets, de faire le lien entre votre code et le Password Vault et récupérer tout ça de façon le plus sécurisée et le plus transparent possible. Parce que la transparence doit garder la fluidité de tout ce qui va être DevOps. Et les sujets, effectivement, derrière, aujourd'hui, on a beaucoup de choses quand on va vers le cloud. On va retrouver beaucoup de containers, etc. Donc, comment on sécurise tous ces containers et tout ce qui se passe autour. Voilà. Et là, je passe la main à Joris qui va nous présenter l'approche de Claranet. Merci. Alors du coup, je vais commencer par 2 slides de présentation de la société. Donc Claranet, c'est une société spécialisée dans la transformation numérique des entreprises.
fondé en 1996, un CA de 460 millions d'euros, 10 000 clients, on est présent dans 10 pays internationaux. On a 2500 collaborateurs au total. En France, on doit être environ 700 maintenant. Voilà, donc on est présent dans Magic Quadrant, etc. Et un slide pour présenter nos domaines d'expertise. Du coup, pardon. Du coup, on a un domaine d'expertise très très fort dans la sécurité, où on fait de l'accompagnement sur des audits de sécurité, sur du pen test, sur la sécurité applicative, sur la sécurité quand on part dans le cloud ou autre. On a un gros domaine d'expertise sur tout ce qui est cloud, donc cloud, sur les différents cloud providers. Donc ça, encore une fois, il y a tout ce qui est FinOps, et tous les accompagnements, je ne vais pas les lister, et un domaine d'expertise sur la data, tout ce qui est big data, tout ce qui est migration de gros volumes de données, etc. Et productivity avec de l'Office 365, etc. Et on propose aussi des services sous forme de professional services, managed services, et puis des formations. Voilà, on rentre dans le vif du sujet. Alors, pourquoi choisir Walix? Donc, évidemment, quand on a choisi une solution de bastion, on a regardé ce qui se faisait sur le marché. Et donc là, j'ai réuni quelques points, ils n'y sont pas tous, mais les points qui a fait pencher la balance sur la solution de Walix pour Claranet. Donc du coup, déploiement simple. C'est vrai que Walix, ça fait partie des solutions où, en déployant simplement une instance, une machine, on a quelque chose pour travailler. On peut avoir un environnement qui est isolé, qui est sécurisé, sur lequel on a de la traçabilité. On peut faire des autorisations, etc. Donc c'est très très pratique. Et donc du coup, quand on veut aller faire de l'automatisation, moins il y a de choses à déployer, plus c'est simple. Il y avait une API, forcément, ça c'est le prérequis de base. Hein, quand on veut faire quelque chose de programmatique ou s'appuyer sur des automatisations, l'API c'est nécessaire. Flexible, alors je ne sais plus pourquoi j'ai mis ce point-là, mais dans tous les cas, il faut savoir. Enfin, à quoi ça me fait penser, c'est que Walix avec nous, ils ont été flexibles sur le contrat. Donc c'est toujours pareil, hein, quand on s'engage avec une entreprise, on a besoin d'avoir de la flexibilité contractuelle. L'outil en lui-même, donc je parle vraiment du Bastion, il permet d'y associer des modules qui ne sont pas forcément prévus de base dans l'outil, mais du coup on peut y apporter des fonctionnalités qui n'étaient pas là à la base. Voilà, ça me fait penser à ça à ce point-là, je pense que c'est ce que je voulais dire. Proximité des équipes, Walix ils sont en France, ils sont sur Paris, nous aussi. On a des hubs un peu partout en France, mais on en a un sur Paris. Et du coup c'est agréable d'avoir ces proximités. Et, que ce soit physique ou au téléphone, c'est pratique. En plus de ça, Walix était déjà implémenté chez Claranet, donc pas de la même façon. Là, on a fait, je vais le présenter, mais on a fait un très très gros déploiement, très très large. Mais historiquement, on avait des morceaux qui étaient implémentés pour certains clients, et du coup, c'est pratique puisqu'en interne, on sait déjà ce que c'est, et il y a des gens qui sont déjà formés, donc c'est un atout majeur. Et le dernier point que j'ai mis, c'est que c'était reconnu. Voilà, quand on est une société d'hébergement et qu'on propose une solution de bastion aux clients, c'est pratique de s'appuyer sur quelque chose qui est reconnu. Il n'y a pas besoin de le justifier, ça va vite. Hein. Ça a pignon sur rue, c'est là depuis longtemps, c'est certifié. Voilà. Donc la problématique pour Claranet, c'était tourner sur l'automatisation. Alors pourquoi? Parce que évidemment on fait de l'hébergement sur plein de data centers, donc on est multi-site, on est multi-provider, on est dans plusieurs pays, donc on va avoir des réseaux qui sont complexes avec des scopes plus ou moins sécurisés, parce qu'on va être amené à héberger des données de santé ou autres, et donc du coup évidemment on est obligé de poser des instances de bastion un petit peu partout pour répondre à ces critères de sécurité. Et on peut aussi avoir, en plus des critères de sécurité, des critères de résilience. Imaginons qu'on a un site qui est isolé pour une raison ou une autre, il faut avoir un bastion sur place pour pouvoir travailler. Donc du coup, il y a comme je le dis, il y a un nombre de bastions qui est très très important à maintenir, donc il faut automatiser. Et on a besoin d'avoir une gestion de la conformité très très importante, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un bastion qui a été configuré donc manuellement, sur lequel il y a un oubli,
sur un nœud et pas sur un autre, ou des accès qui vont manquer sur un bastion et pas sur un autre, et qui, en cas d'incident, ça ne fonctionne pas parce qu'il manque l'accès. Donc tout ça, ça va être dans la conformité, ou s'appuyer sur des politiques de droit fines, pas donner trop d'autorisation à une personne, etc. Et l'unification des accès, c'est pareil, ce qui est important, c'est aussi que dans le cadre de Claranet, que tous les collaborateurs puissent accéder à l'ensemble des bastions de la même façon pour simplifier l'usage. Et une gestion des secrets d'authentification commune. Alors, il faut savoir que dans la solution de Bastion Walix, c'est un back-end de secret qui est déjà intégré. Chez Claranet, on s'appuie sur des back-ends de secret de Vault, d'HashiCorp Vault. Et donc, l'un des prérequis, c'est vrai que c'était de pouvoir travailler avec ce back-end de secret. Et là, c'est possible. Et c'est un back-end de secret sur lequel on peut faire beaucoup d'automatisation. Donc, on va s'appuyer sur ces deux produits pour automatiser la synchronisation des secrets. Donc du coup, on a décidé d'automatiser l'environnement avec Terraform d'HashiCorp. Donc je vais faire une petite description du produit. Donc ça permet de faire de l'infrastructure as code. Donc généralement, on connaît ce produit pour déployer de l'AWS, déployer du GCP, déployer déployer de la configuration sur des providers SaaS. Mais on a aussi un nombre très très conséquent de providers dans la communauté Terraform qui permettent d'industrialiser et de faire l'infrastructure as code sur un nombre très très important de produits orientés sur l'infrastructure. Donc, comme je disais, on peut gérer des instances, du stockage, du réseau, on peut gérer du DNS, des pare-feux, des bastions. Et voilà. Donc, c'est l'infrastructure as code, ça s'écrit sur des fichiers plats. Donc, c'est très intéressant parce que du coup, on peut faire on peut le gitifier. Donc, on a une gestion des versions, donc on sait ce qui a été fait dans le temps. Puis c'est nominatif, c'est hyper pratique. Comme c'est des fichiers plats, on peut le partager sous forme de blueprint. Voilà, on a un use case client, on a fait une configuration qui répond à un besoin spécifique. On a le même besoin à côté, hop, on fait un copier-coller, c'est fini. Terraform, ça se base sur des plans d'exécution. Donc, on exécute un plan de ce qui va être configuré à la destination. Donc, on sait exactement ce qui va être modifié. Si ça nous convient, on le valide et après, on applique la configuration. Donc, ça apporte un niveau de maîtrise très très fort sur les changements. Et on a, bien sûr, le fait de passer par Terraform, c'est pour automatiser. Donc, on a tout un concept d'auto-apply. Donc, on n'auto-apply pas des configurations de façon non maîtrisée. On choisit un scope défini sur lequel on s'autorise d'auto-appliquer des changements de configuration. Et pour tout ce qui est conformité, HashiCorp propose un outil qui s'appelle Sentinel, qui permet de faire de la conformité sur plusieurs outils d'HashiCorp, Nomad, Vault, Consul et Terraform. Et dans le cas de Claranet, on a choisi d'utiliser Conftest, qui est un outil plus communautaire. Voilà. Et comme on l'utilise un petit peu partout, nous on a utilisé Conftest. Joris, si tu me permets de t'interrompre, juste pour un petit peu recontextualiser l'aspect conformité sur un autre sujet que je trouve très intéressant dans le cas Clara, qui est en fait l'idée de dire souvent une action qu'on va effectuer sur un bastion Walix en l'occurrence, va être une action manuelle d'un administrateur qui va faire quelque chose, sauf qu'il l'a fait, c'est trop tard, c'est fait. Ce que Claranet a fait, et je te laisserai commenter, mais c'est de finalement faire de la séparation des tâches, grâce au fait qu'on fournit les API qui permettent de le faire, et via Terraform de pouvoir voir ce que ferait une configuration, finalement un Terraform plan, pour ensuite faire un apply potentiellement par quelqu'un d'autre qui lui a les droits. Ouais. Donc pour moi c'est un des atouts majeurs de la notion de votre projet au sens conformité. Ouais, clairement, et je vais y revenir un petit peu plus tard dans le process d'automatisation, mais du coup en effet c'est intéressant parce que ça permet de séparer les rôles. Alors, comment orchestrer du bastion avec Terraform? Alors, du coup, à la base, c'est quand même d'avoir un provider. Je suis désolé, à chaque fois, je vais essayer de poser la télécommande pour aucune raison. Donc, du coup, quand on a commencé à travailler avec Walix, il n'y avait pas de provider Terraform. Donc, on a demandé à Walix ce qu'ils avaient. Ils avaient des choses pour Ansible, mais pas pour Terraform. Donc, vu que chez Claranet, on a vraiment l'habitude d'utiliser Terraform pour les sujets d'infrastructure,
qu'on avait déjà développé pas mal de providers. On s'est dit on a les compétences, on y va, on fait le provider de notre côté. Et ce qui a été intéressant, c'est que on l'a communiqué à Wallix et puis ça les a intéressés. Et puis du coup, ce qui est prévu, c'est que Wallix reprenne le provider de son côté et en fasse le support dans le temps. Donc on devra avoir un provider qui arrive dans la registrie Terraform qui sera supporté par Wallix. Donc du coup, une fois qu'on a un provider, ce qu'on peut gérer avec Terraform, c'est toutes les ressources à l'intérieur du bastion. Donc on a la chance d'avoir une API sur le bastion Wallix qui couvre à peu près 98% des features du bastion, enfin de la configuration des features du bastion. Donc du coup, on peut coder tout ce qu'on veut dans le provider pour avoir quasiment toutes les ressources. De notre côté, j'aurais tendance à dire qu'on a à peu près développé 90% de ce qui est possible de faire à travers le provider. Donc voilà. À chaque fois qu'on rencontre un cas d'usage qui n'est pas encore développé, de toute façon on l'ajoute au provider et puis c'est disponible. Voilà, donc il y a la gestion d'utilisateurs, des targets, des autorisations, des politiques. Ce qui est important, c'est d'avoir l'utilisation d'une image standard. Donc comme on va automatiser les choses, il faut s'appuyer sur une destination qui est commune, donc une image à la même version qui sera déployée toujours de la même façon. Pas de configuration en dehors de Terraform, donc ça c'est un vrai prérequis, parce que s'il y a des actions manuelles qui sont effectuées sur le bastion, ça va sortir du scope, ça sera non contrôlé. Donc il faut tout faire pour obliger les administrateurs à passer par la configuration dans Terraform. Utilisation de runner pour exécuter Terraform. Alors le runner, ça va être un relais qui va avoir des accès spécifiques pour aller adresser et se connecter aux API des bastions qui sont différents sur des réseaux sur des réseaux complexes. Comme je l'ai dit, on est un multi-site, multi-provider, on a des réseaux qui sont très isolés, donc on ne peut pas avoir une machine qui va aller exécuter Terraform sur l'ensemble des bastions. Du coup, on s'appuie sur des relais qui sont des runners, et ça apporte une autre plus-value, c'est qu'on a du coup un environnement qui est normé. C'est pas un utilisateur qui va aller exécuter ça sur son poste. Vous en savez aussi pour la segmentation réseau, des choses comme ça, des runners, chez Claranet? Justement oui. Pour avoir l'isolation propre des contextes clients. Du coup, le runner, il est dans un réseau qui est isolé, qui a des attributions spécifiques, qui lui a le droit d'accéder aux bastions. Et on déploie des runners spécifiques à chaque usage. Donc on va déployer un runner qui va ne déployer que sur les bastions, qui n'aura pas la possibilité de faire autre chose. Donc du coup, on suit les bonnes pratiques de Terraform. Donc quand on orchestre avec des Terraform, on fait le plan, donc un plan pour voir ce qui va être modifié. On fait un check. Donc le check, ça va être à travers les outils de conformité, donc Sentinel ou Conftest. On va valider que une personne ne va pas configurer n'importe quoi. On peut imaginer, si on déploie une instance d'une machine virtuelle avec Terraform, on va pas permettre de déployer plus de 20 CPU ou plus de 2 Tera de stockage. On peut définir des limites, ça va être ça la conformité. Donc ça va être d'autres notions avec du bastion. Après on a la notion d'apply une fois que le check est passé, et une fois que c'est apply, on a une notion de validation, parce que c'est une bonne pratique qu'on ne retrouve pas partout. Mais on peut très bien avoir une erreur pendant le déploiement, pendant un apply, quelque chose qui s'est mal passé, une interruption au réseau. Terraform ne l'a pas vu, qu'il y avait eu un dysfonctionnement. Et donc du coup, on va relancer une phase de validation. En fait, on relance un plan pour valider que ce qui avait été prévu d'être configuré est correctement configuré. Et après, évidemment, une fois qu'on a mis du Terraform en place au sein de la société, il y a tout un aspect formation. Et donc du coup, c'est là où il y a le partage des compétences. On va pouvoir former des utilisateurs qui ont un rôle de niveau 1, qui vont être capables de lire la configuration, de comprendre ce qui est déployé sur un bastion, de pouvoir effectuer des changements de configuration de routine qui seront après validés par des gens qui ont une formation de niveau 2 ou niveau 3. Et donc du coup, on peut imaginer qu'on a un nombre de personnes très très large qui sont formées de niveau 1 et beaucoup moins de personnes qui sont formées niveau 2 ou niveau 3. Voilà. Donc automatisation en CI/CD. Donc pour le faire, on a utilisé GitLab. Donc GitLab, c'est un outil de versionnement Git qui propose des fonctionnalités de CI/CD et plein de fonctionnalités DevOps. Enfin, c'est un outil qui est génial pour ceux qui n'utilisent pas GitHub. Comme le Bastion? Quoi?
Génial, comme le Bastion. Génial comme le Bastion. Comme tous les outils HashiCorp aussi, c'est génial. Bref. Du coup, donc une fois qu'on utilise GitLab, qu'on fait de la CI/CD, en fait, on passe par ce qu'on appelle des pipelines. Donc dans une pipeline, en fait, on a des stages. Et un stage, c'est un ensemble de jobs qui ont à peu près le même but. Donc on va exécuter tous les jobs de plan. Donc comme je l'ai dit, le plan, c'est ce qui va être configuré, ce qui va être changé à la destination. Et ça, on peut l'exécuter automatiquement, puisqu'il n'y a pas de risque en fait. C'est juste, on va juste déclencher quelque chose qui va nous montrer, en fonction de la configuration qu'on a posée, qu'est-ce qui va être changé. Et on peut aussi déclencher automatiquement tout ce qui est conformité, donc via Conftest ou Sentinel, pour valider qu'on est dans les clous. Et une fois que ça c'est fait, on va passer par une personne qui est formée de niveau 2 ou niveau 3 pour aller apply manuellement la configuration demandée, vérifier qu'on ne sort pas des clous, qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et voilà. Et une fois que ça a été apply, on a le job pour vérifier que ça a été correctement apply de validation. Donc, on passe par des pipelines. Les pipelines, il peut y avoir des erreurs. Donc, évidemment, la bonne pratique, c'est d'y mettre du monitoring. Donc, s'il y a une pipeline qui n'a pas fonctionné correctement, on reçoit une alerte. L'équipe de niveau 2 ou de niveau 3 reçoit une alerte pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut aller vérifier. Les merge requests, alors ça, c'est pour permettre en fait aux gens qui sont de niveau 1, qui ont une formation de niveau 1, d'aller pouvoir effectuer des changements de configuration et d'aller pousser ce changement de configuration à des personnes de niveau 2 ou niveau 3. C'est un terme qui est commun quand on fait du Git, ça existe. À partir du moment où on fait du Git, qu'on travaille sur une configuration et qu'on veut la merger dans un dépôt qu'on dit master ou main maintenant, on passe par une merge request. Si je peux me permettre, je vais essayer de reformuler, tu me dis si je dis des bêtises. Ouais. Concrètement, c'est une personne qui n'est pas suffisamment formée à définir des règles de Bastion, qui quand même fait un essai, et des personnes derrière qui peuvent valider et dire oui, dans le Bastion ça va faire ça, c'est bon, je suis d'accord. Oui, c'est ça. Auto-deploy, donc là on a parlé en fait des modifications qui allaient être déclenchées humainement, des changements de configuration humainement. On a aussi un ensemble de configurations, donc on a envie qu'ils soient faites automatiquement. Donc chez Claranet, comme beaucoup d'autres, on a une CMDB pour référencer la totalité de nos assets. Donc quand il y a un serveur qui se déploie automatiquement ou manuellement quelque part, il est automatiquement ajouté à la CMDB Claranet. Et quand un élément il arrive dans la CMDB Claranet, il va aller s'enregistrer dans différents outils. Et dans le cas du Bastion, il va aller s'enregistrer automatiquement dans le Bastion. Donc en fait, ça va aller écrire la configuration Terraform, ça va aller la gitifier pour la journaliser, et ça va aller s'auto-déployer, donc sans qu'il y ait d'action manuelle. Donc là, on est vraiment dans un concept d'auto-déploiement. On le fait pour tout ce qui est ressources de destination. On va aussi pouvoir le faire pour des domaines à des clients ou des comptes utilisateurs. Et donc après, ce qui est très très important, ce qui est très appréciable, c'est la possibilité de rollbacker. Donc comme on s'appuie sur du versionning, on peut revenir à un commit précédent. Donc il y a eu une erreur, on a fait une erreur de configuration, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus correctement. On arrête tout de suite, on rollback, on réapply et on analyse ensuite pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et j'ai terminé. Donc en bref, ce qu'on a vu aujourd'hui, et après ça va être le moment des questions, l'idée pour nous c'est vraiment sur ces déploiements-là de prendre le temps de planifier comment on veut le faire. Un déploiement de PAM c'est quelque chose de sensible, je rappelle que c'est quand même dans les priorités, dans les projets prioritaires de l'ANSSI. On ne peut pas le faire au hasard, il faut s'organiser, il faut structurer, il y a des équipes. Ce qu'on fait Claranet par exemple, c'est de faire tout pour minimiser somme toute le run par un coût, un investissement plutôt au début, pour justement dans le temps éviter ces coûts-là et peut-être ces migraines, on va dire. Il faut vraiment être dans une logique de ce qu'on appelle le principe de moins de privilèges. Il faut vraiment se poser la question de qui peut faire quoi, pourquoi. Tout ce qu'on peut protéger dans ce contexte-là, il faut le planifier en avance, parce qu'une fois que c'est rentré dans les mœurs, c'est difficile, chacun le sait. Une fois qu'on a planifié, c'est vraiment contrôler ce qui est fait sur la base de ces règles qu'on a définies, c'est d'être capable de mettre les outils là où il faut. Si on a besoin d'enregistrement de session, par exemple, c'est de savoir comment regarder ces enregistrements, dans quel but, dans quelle finalité. On a évidemment tout ce qui est les mouvements latéraux qui vont se produire dans un SI qu'on va vouloir éviter. Donc savoir que quelqu'un
ne peut que passer par la solution de PAM afin de se retrouver à consommer un compte à privilège ou accéder à une information sensible. De la même façon, tout ce qui est, on va dire, les applications d'un autre temps qui contenaient un mot de passe en clair pour démarrer. Bon, ben, comment on fait pour s'en affranchir? Il y a aussi des logiques, et notamment des logiques DevOps qui permettent de s'affranchir de tout ça, auquel Wallix apporte des solutions. Et enfin, l'idée, c'est vraiment la bonne pratique. Nous, ce qu'on constate, en tout cas pour ma part, ce que je constate chez Wallix, c'est que si on veut réussir un projet de PAM, l'approche idéale, c'est vraiment de commencer à se poser la question de pourquoi on le fait. Pourquoi on le fait? C'est parce qu'on veut savoir ce que les gens ont fait. Donc on enregistre, et c'est la première chose. On enregistre ce que les gens font. Peut-être que les gens, ils vont pouvoir avoir toutes les clés du royaume, mais on saura ce qu'ils ont fait avec. Donc on enregistre, on contrôle ce qu'ils font, on contrôle les actions suspicieuses, et enfin de ça, on va mettre toutes les clés sous coffre. L'idée, c'est vraiment d'apporter de la valeur à nos décideurs, notre RSSI, nos auditeurs, notre métier. On pense même à des cas d'usage comme quelqu'un qui ferait une mauvaise opération, ben on va regarder sa vidéo pour lui expliquer pourquoi elle a été mauvaise. Ça a des vocations de training également. Mais dans cette logique-là, l'approche est vraiment, excusez-moi, ma télécommande vibre, on enregistre, on audite et on met sous coffre. C'est le moment des questions. Si vous en avez, ça sera volontiers pour nous trois. Alors moi, je vais commencer. J'en ai une pour Joris. Combien de bastions? Quand tu dis beaucoup, c'est... Alors, je ne sais plus exactement, mais alors là, on en a une quinzaine. Une quinzaine qui sont en cours de production. Et on en a beaucoup qui sont prévus. Enfin, on est en train d'étendre vraiment, parce qu'on est en phase de mise en production. Et donc, du coup, on est en train d'étendre. Je ne sais pas combien il y en aura au final, mais il y en aura plusieurs dizaines. Question du public? Tout est clair? Les mots-clés, Terraform, DevOps, CI/CD, GitLab, vous êtes des experts? Pas de questions? Oui? 1, 2, 1, 2. Hop, pardon. J'ai juste une question. J'ai ma petite idée, mais pourquoi est-ce que vous avez regardé la solution SaaS de Wallix? Et est-ce que c'était potentiellement une solution pour vous? Excusez-moi si vous pouviez répéter. Savoir si la solution SaaS nous convenait. C'est ça? Alors, en fait, comme je l'ai dit, on a des secteurs qui sont très isolés, dans lesquels on a besoin d'avoir un élément physique spécifique pour un environnement, pour répondre à des certifications PCI DSS ou autres, parce qu'on a des environnements où on va héberger des données de santé, et donc du coup, on doit répondre à certaines contraintes, et donc du coup, on ne peut pas passer par un service SaaS. Du coup, on déploie des machines physiquement. Et en plus de ça, pour avoir un certain niveau de résilience, on a plusieurs salles différentes. Et donc, du coup, on a besoin d'avoir des bastions dans la salle en cas de coupure d'un réseau pour pouvoir accéder aux ressources comme on le ferait habituellement. Parce que les mots de passe sont dans le bastion, entre autres. Parce que les mots de passe sont aussi dans le bastion. Ils sont aussi dans le bastion, mais c'est ça. C'est quand on arrive en local, on doit pouvoir se connecter aux machines. Ouais. Et il faut les secrets qui sont dans le bastion. Exactement. Puis dans un incident, en fait, on ne veut pas surenchérir l'incident, donc on a envie de rester dans un process le plus classique possible. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à la durée de projet. Vous avez dit le produit bastion avec les API, la flexibilité vous a permis de répondre à votre besoin. Mais entre le moment où vous avez dit on y va et ça a été pris en main par l'équipe DevOps et vos équipes, ça a pris combien de temps? Difficile à dire. J'aurais tendance à dire que là, on devrait en être à 11 mois ou 10 mois de projet, quelque chose comme ça. Pour une équipe de DevOps qui est de combien de personnes? Là, sur le projet, on est à peu près, alors on oscille, mais on est à peu près 4 en ce moment à développer la solution. Et après, des administrateurs finaux, il va y en avoir une cinquantaine ou une soixantaine. Merci. Merci pour la présentation, c'était super intéressant. Du coup, moi, j'ai une question par rapport aux secrets, les credentials pour Terraform, par exemple. Vu que vous avez plusieurs bastions, est-ce que les secrets sont stockés? Comment vous managez tous ces secrets-là? Alors, c'est une bonne question. Donc, comme je disais tout à l'heure, côté Claranet, on utilise Vault d'HashiCorp pour stocker nos secrets.
Et donc du coup, on a fait le choix de synchroniser, en fait, de centraliser les secrets dans nos vaults historiques, parce que historiquement, en fait, on a tous nos outils de DevOps en fait s'appuient sur ce vault. Et donc du coup, on n'allait pas tout redévelopper pour s'appuyer sur la technologie de Bastion, ça aurait été vraiment trop coûteux pour nous. Et donc du coup, on synchronise les secrets qui sont dans Vault dans les secrets, dans les backends de secrets des différents bastions. Ça a un avantage qui est énorme, c'est que bon, on a une source commune et on a la résilience de tous les bastions, parce que voilà, du coup, chaque bastion est autonome, il a son coffre de secrets, et donc du coup, s'il est isolé d'une manière ou d'une autre, on peut quand même se connecter aux ressources. Je vais rajouter un petit peu pour le côté plus Walix que Clara, mais c'est une des forces du Bastion, c'est d'avoir la capacité à faire des coffres-forts externes, dont HashiCorp, qui était sur le chemin critique pour Claranet. Mais un Bastion peut être son propre coffre-fort. Donc dans le cadre que vous décrivez d'avoir des secrets qui sont répartis, on a un coffre-fort qui en fait qui s'interface avec un autre. C'est complètement transparent. Et c'est là où ça, justement, dans le contexte Claranet, ça met l'emphase sur ce qu'on disait à la toute fin. Le Bastion, sa fonction primaire ici apportée, c'est vraiment l'enregistrement, la valeur probante de ce que l'administrateur a fait. Le mot de passe était quelque chose de secondaire, surtout dans un SI déjà installé. J'espère que ça répond à votre question. Merci. Ouais. Alors j'aurais une question, je voudrais savoir si vous utilisez Cube, est-ce que vous laissez les administrateurs faire des actions directes sur Cube, et si c'est le cas, est-ce que vous utilisez la solution de Walix pour enregistrer tous les événements, enfin toutes les actions faites à travers la Cube API? Alors oui, on utilise du Cube, mais c'est en dehors de ce scope. Donc du coup, on utilise le Bastion pour accéder au Cube ou pour accéder à l'administration du Cube, mais ça s'arrête là. Donc vous enregistrez tous les... Il n'y a pas eu d'implémentation particulière autour de ce projet-là pour Cube. Une question à droite. Pour la question précédente, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand, on vous donnera des éléments supplémentaires, je pense. Mais je pense qu'ils ne m'écoutent pas, mais c'est pas grave. Bonjour, merci pour la présentation. Au début de la présentation, vous avez évoqué des problématiques de multiples bastions, en grand nombre, d'uniformisation des accès. Nous, on a exactement la même problématique. Et actuellement, on étudie, donc la Walix nous a orienté vers la solution Access Manager, qui, bien compris, fonctionne comme une espèce de portail frontal et qui permet ensuite d'aller vers le bon bastion pour accéder à tel ou tel périmètre. Ce que j'aimerais comprendre par rapport à ce que vous avez fait, c'est comment ça s'intègre. Est-ce qu'il y a une partie des fonctionnalités, c'est finalement la même chose, ou est-ce qu'on n'est pas sur les mêmes cas d'usage? Alors, dans le cloud Claranet, on a choisi de ne pas utiliser l'Access Manager. On a choisi de développer nous-mêmes les fonctions d'Access Manager. Donc, pas toutes, puisque évidemment, on n'est pas en capacité de tout faire, mais dans les usages de nos administrateurs, on utilise plutôt des clients lourds, donc on ne passe pas par des interfaces web comme ça. Et donc, on a codé un service pour générer des OTP sur l'API du Bastion, pour se connecter automatiquement, démarrer des clients externes, PuTTY ou autres, pour se connecter automatiquement à SSH ou RDP. Et donc du coup, on a généré des liens sur nos interfaces de CMDB, sur notre monitoring ou autre, pour pouvoir se connecter automatiquement. Donc, on a choisi un autre type d'intégration. D'accord. Et c'était fait en connaissance de cause ou c'était avant que le produit sorte? C'était fait en connaissance de cause. En fait, on connaît le produit Access Manager. Il est même déjà installé pour un cas client chez Claranet. C'est juste qu'on a choisi un autre style d'implémentation qui correspondait plus à nos usages. Ok, d'accord. Si je peux me permettre de rebondir dessus, juste, vous aurez compris que d'ici peu, Walix fera l'acquisition de toute l'équipe R&D Claranet sur ce sujet-là. Je pense que ça va nous aider, vu tout ce qu'ils ont développé. Et plus sérieusement, Access Manager, dans le cas présent, effectivement, ne s'adaptait pas aux usages. Nous, notre vision là-dessus, c'est vraiment une concentration de l'accès à distance, en premier lieu, et potentiellement de plusieurs bastions. Parce que la question, c'est simplement de dire, si vous avez des contextes avec des bastions vraiment séparés et vraiment différents, vous pouvez soit automatiser
le déploiement des cibles. À ce moment-là, vous avez la même chose partout, la question ne se pose plus. Soit vous ne pouvez pas pour des contraintes clients, et là, Access Manager va jouer le rôle de accès distant d'une part, en DMZ notamment, et en plus de concentrateur pour des administrations différentes, des administrateurs de populations différentes. Donc, je vous suggère de passer sur le stand. Si vous avez des doutes, on en peut en parler, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui a une fonction précise et un rôle précis qui n'était pas celui que cherchait Claranet, tout bêtement. Très bien, merci. D'autres questions? Alors, puisque monsieur, vous me regardez maintenant, je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à passer sur le stand pour parler de cube. Comme ça, ça sera plus simple. D'accord. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, le stand c'est A723. Il est là. Merci la petite main Amélie pour me rappeler que j'oublie de le faire. Donc A723 pour nous, Claranet je ne sais plus, C25. N'hésitez pas à passer. Alors pour nous, ce qui est très bien en plus, c'est qu'on est à côté du stand où il y a la tireuse Exatrust. On peut joindre l'utile à l'agréable. Donc on sera ravis de vous renseigner sur tout ce qui couvre nos produits, notre roadmap et le futur du PAM selon Walix. Merci.